Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième journée de la deuxième édition des Midis littéraires de l'espace de la diversité et du Festival international de la littérature, mieux connu sous le nom de FIL, F-I-L. Organisé dans le cadre du FIL, ces 5 midis sont rendus possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre du Fonds de programmation francophone mutualisé 2023, ainsi que grâce à un partenariat avec le Quartier des spectacles de Montréal. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter les panélistes que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous. Donc, pour commencer avec Casey Chagnon, juste à côté de moi ici. Casey Chagnon détient un doctorat en sémiologie de l'UQAM qui porte sur les possibilités de traduction décoloniale. Membre traductrice avec la COP Largo, et elle se spécialise dans le domaine des arts, des sciences humaines, des enjeux autochtones et d'ES LGBTQ+. Casey soutient que la traduction joue un rôle indéniable pour faire advenir le futur que nous souhaitons. Quand IEL n'est pas en train d'apprendre de nouveaux patrons de crochet, Casey tisse aussi les mots pour le plaisir en traduisant de la poésie qui promeut des voix sous-représentées dans le paysage culturel québécois, notamment celle de Joshua Whitehead et d'Ariel Twist. Casey a contribué aux revues Estuaire, Intermédialité, TTR, Circuit, Capture, Spirale et Trail. Merci d'être là. Ensuite, nous avons aussi Karim Katan qui est à votre gauche, à l'écran en haut. Donc, Karim Katan est un écrivain palestinien né à Jérusalem. Il est docteur en littérature comparée. Il écrit en anglais et en français. Ses textes, fiction, essais et poèmes sont à l'intersection des littératures de l'imaginaire et des littératures expérimentales. Son premier livre en français est Préliminaire pour un verger futur, un recueil de nouvelles finalistes du prix Boccace publié en 2017 aux éditions Elisade, basées en Tunisie. Son premier roman, Le Palais des Deux Collines, est paru chez le même éditeur en 2021. Ce dernier est lauréat du prix des 5 continents de la francophonie 2021 et finaliste de nombreux prix. Ses textes en français paraissent dans de nombreuses publications, dont L'Orient le jour, Lundi matin, Solaris, Débridé, ainsi que dans plusieurs ouvrages collectifs. Ses textes en anglais sont parus dans de nombreuses publications, dont The Paris Review, Strange Horizons, The Main Review, The Funambulist, 1972 Magazine ou encore The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Ses écrits ont également été présentés dans de nombreux espaces d'art, dont la Biennale de Venise, la Biennale d'architecture à Sao Paulo, Béton Salon à Paris, la Fondation MMAG à Amman, le Kai Theater à Bruxelles, le B7L9 à Tunis, à Art Culte au Rabat, Mofradat à Athènes, le FRAC des Pays de la Loire ou encore le Forum de la Berlinale à Berlin. Donc, on a Karim juste ici. Merci Karim d'être avec nous. Ensuite, nous avons aussi Ayavi Lake juste ici, à côté. Ayavi Lake est née au Sénégal, à Dakar. Après des études à Paris, elle s'installe au Québec. Ces 3 territoires marquent ses écrits. Son recueil de nouvelles, Le Marabout, publié au VLB en 2019, dans lequel elle donne chair au quartier de Parc Extension, et lauréat du prix Horizon Imaginaire en 2020. En 2022, elle publie La Sarzaine, roman qui explore la transmission à travers notamment les livres. Ayavi enseigne à Montréal. Donc, merci Ayavi d'être avec nous. Et puis, finalement, nous avons Louis-Carl Picard-Sioui juste ici à votre droite sur l'écran. Donc, originaire de Wendake, Louis-Carl Picard-Sioui est écrivain, poète, performeur et commissaire en art visuel. Il est aussi cofondateur et directeur de Goyadonk, un OBNL entièrement dédié au développement et à la promotion des littératures autochtones. Depuis 2005, il a publié de nombreux ouvrages, tant en fiction, en jeunesse qu'en poésie. Son dernier livre, le roman Éveil à Kitchiki, La saignée des possibles, publié aux éditions Anorak en 2022, a été finaliste à de nombreux prix littéraires, dont le prix Jacques Brossard en 2023, le prix de création littéraire en 2023 du Salon international du livre de Québec et de la Ville de Québec et le prix des horizons imaginaires en 2023. Donc, merci Louis-Carl d'être avec nous à distance. Alors, avant de commencer, je vais vous résumer un peu la table ronde en une phrase et une question. Donc, aujourd'hui, on va s'interroger sur qu'est-ce que le décolonial en littérature. Donc, écrire dans la langue, autour de la langue, narrer autrement, faire de la magie, creuser la mémoire des objets. Peut-on échapper au colonial par la littérature? En fait, moi, quand j'ai reçu la question, j'ai préféré qu'on peigne le portrait déconstruit du verbe « échapper » dans la question « Peut-on échapper au colonial par la littérature ?» dans ce contexte. Donc, j'aimerais vous entendre, vous quatre, sur le rapiessage plutôt que sur la course. Comment tissons-nous une poétique de solidarité et de réparation dans nos pratiques d'écriture?
J'aimerais que l'on pense au potentiel libérateur et transformateur de toutes les stratégies de lecture, d'écriture et de traduction entreprises du centre aux marges de l'écosystème littéraire. Donc, avant de commencer avec les 3 regroupements de questions que je vous ai envoyés, j'aimerais commencer avec une petite question très brève, suite à tout ce que je viens de dire. Donc, quels sont les liens que vous dessinez entre la joie et le refus dans le potentiel libérateur et transformateur de votre métier? Je ne sais pas s'il y a une personne qui voulait commencer. Ouvrir le bal. Sinon, je vais devoir choisir moi-même une personne. Alors, moi, je serais curieuse de t'entendre, Karim. Je te vois sourire. Je souriais parce que j'espérais que je ne doive pas ouvrir le bal. J'ai l'impression d'être à l'école où je fallait baisser les yeux pour pas qu'on choisisse. Euh, Alors évidemment, c'est une question très difficile et c'est le genre de question à laquelle j'ai appris que je répondais quelque chose sur le moment seulement pour 3 heures après, pas forcément regretter ce que j'ai dit, mais me dire, ah non, mais en fait, il y avait telle et telle et telle chose que tu aurais pu dire ou que tu aurais voulu exprimer à ce moment-là pour parler de ce sujet-là. Donc, je vais juste peut-être réfléchir pour répondre à votre dernière question sur la joie et le refus et le potentiel transformateur, peut-être juste pour lancer quelque chose, parce qu'on peut dire plein de choses. C'est donc moi je suis un écrivain palestinien. Je lutte beaucoup avec l'adjectif en fait, parce que parfois évidemment je voudrais qu'on me considère que comme écrivain, qu'on ne se sent pas obligé de rajouter des adjectifs. Et en même temps, je sais très bien que, par exemple, dans le cadre de la Palestine, on est dans un cadre colonial très classique, très européen classique, bah, il y a une invisibilisation, il y a une grande violence sur le nom, donc je sais aussi que c'est très important de dire palestinien. Donc juste pour dire que je suis toujours pris entre le désir de m'identifier comme ça et le désir d'être compris au-delà aussi de la Palestine. Euh, donc ça, c'était juste pour le contexte et peut-être pour lancer quelque chose. Moi, une chose à laquelle j'essaye un peu de réfléchir sans jamais trop trouver de réponse, c'est la position toujours un peu compliquée dans laquelle on peut être quand on est écrivain ou écrivaine. En tout cas pour moi, par exemple, c'est que j'ai une croyance quand même très bête, hein, vraiment très bête, très naïve dans le fait qu'en fait écrire, ça peut changer le monde. Je suis pas naïf par ailleurs. Je sais qu'un livre ne change pas le monde. Je conçois tout à fait bien que c'est que voilà, l'écriture c'est un artisanat éminemment politique, mais qui n'a pas forcément, qui ne modifie pas forcément de façon immédiate la réalité. Mais au fond de moi, je reste quand même quelque part, de façon totalement irrationnelle, persuadé que si, c'est possible en fait, que dans la construction littéraire, il y a des potentiels, je sais pas, à la fois subversifs et réparateurs dans un cadre comme le mien, qui sont possibles, tout en étant très conscient des limites de cette possibilité-là. Donc de cette posture un peu de celle ou celui qui écrit, qui est à la fois croit dur comme fer, dans mon cas, que voilà, ça sert à quelque chose, ça sert à quelque chose de très concret, voilà, de matériel, et en même temps étant conscient que, bon, finalement, que peut un livre, en fait, que peut un texte, que peut le langage dans ce genre de cadre. Euh, Ben, je pourrais Oui, rebondir un oui. peu. Je peux pas parler en tant qu'écrivain ou écrivaine, mais à partir d'une posture de traduction, je pense que je m'identifie beaucoup à ce que Karine dit, que à quelque part, connaissant les contraintes, les limites de ce que l'écriture ou la traduction peut imposer ou dans notre réalité, je pense que c'est un métier, un travail que je fais parce qu'à quelque part, je crois en son potentiel euh, de créer en fait des imaginaires, de transposer des imaginaires qui sont euh, d'un monde meilleur en fait. Puis je pense que ce qu'il y a de plus difficile dans ce que je choisis de traduire, disons, je m'intéresse aux œuvres autochtones, au contexte décolonial, c'est
d'aller voir comment la traduction, c'est pas une discipline ou une pratique qui est apolitique, qui a un contexte en fait. Ici, en Amérique du Nord, on est dans un contexte où la traduction a commencé par les missionnaires, dans une volonté de christianiser, de convertir, puis finalement qui a évolué à créer une domination des langues coloniales au détriment des langues autochtones. Donc, ça vient pour moi aussi une question de comment est-ce qu'on peut redistribuer ce rapport de force-là, comment est-ce qu'on vient pour traduire d'une langue coloniale, que ce soit l'anglais, vers une autre, qui est le français, comment est-ce qu'on fait ça d'une façon qui se veut décoloniale, ou en tout cas qui veut alimenter des communautés subversives ou des communautés résistantes. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. En fait, ça me mènerait à le premier regroupement de questions qui est sur la langue, mais avant, je voulais savoir si Wicca ou Ayavi, vous avez quelque chose à dire pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je vois le Wicca, tu hoches dans la tête. Est-ce que ça veut dire que tu... Oui, cool. Non, tout à fait. Ben écoute, moi, je pense que je rejoins tout à fait les deux interventions qu'on vient d'entendre. Puis, tu sais, quand tu parles de joie et de refus, ouais, ben écoute, moi, je pense que d'abord, quand tu vis le colonialisme, parce que, je veux dire, le Québec est une société coloniale, hein, et quand tu le vis à tous les jours, quand tu vis dans cette matrice-là, idéologie imposée par la société coloniale de souche française qu'est le Québec, c'est difficile. Alors, l'écriture, pour moi, l'écriture, c'est avant tout une façon, c'est une soupape, hein? C'est un exutoire pour survivre et garder un semblant de santé mentale. Tu sais, c'est vital. Alors, quand tu parles de joie, je ne sais pas si c'est de la joie, mais bon, c'est une expression et c'est nécessaire pour la survie et l'équilibre. Le refus, bien, tout à fait, parce que le refus, maintenant, bien, c'est aussi justement, je crois, de s'attaquer à cette matrice-là, parce qu'on le sait, le colonialisme, c'est une forme de violence, de domination d'un peuple sur d'autres, sur le territoire, bon, et tout ça. Et évidemment, c'est toujours backé par une idéologie, hein, donc qui efface et qui normalise. Donc, et cette matrice-là, au Québec, ben, elle est figée depuis le milieu des années 1800, en fait, hein, depuis que les premiers curés et les patriotes ont écrit aussi l'histoire de ce qu'était le Québec et de sa destinée manifeste. Et plus tard, au 20e siècle, le Québec a tenté de s'inscrire dans le courant de la décolonisation, alors que c'est complètement débile. C'est le peuple colonisateur, les francophones. C'est pas une victime de colonialisme d'ailleurs, c'est le colonisateur colonisé, bien sûr, tel les Boers en Afrique du Sud, par exemple, et de nombreux autres cas à travers la planète. Mais et aujourd'hui, on vit dans un monde où officiellement, on présente la langue française comme étant la langue du territoire. Les langues autochtones sont toujours traitées comme des langues étrangères. Tu sais. Donc, c'est cette histoire-là qui est une violence inouïe, en fait. C'est une violence coloniale inouïe que vivent les peuples autochtones au Québec particulièrement. Et ailleurs, bien sûr, ailleurs, les autres provinces ne sont pas nécessairement mieux, mais ça s'articule de façon différente, je dirais. Bref, l'écriture, pour moi, c'est une façon de m'attaquer aussi à cette matrice-là idéologique qui justifie la violence coloniale. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup. Merci, Lucas. Est-ce qu'il y avait une dernière intervention? Moi, oui, j'aimerais juste rebondir un peu sur... tout à l'heure, on parlait de joie. Karine parlait de joie. Je vais peut-être sortir un peu de ma pratique d'écriture, mais je sais qu'une des plus grandes joies pour moi qui se concrétise dans l'écriture, c'est quand... mettons dans la Sarzaine, je mets en scène une jeune fille qui, avec sa mère, va découvrir les villes de Montréal, puis qui réalise qu'il n'y a quasiment pas de nom de personnes racisées, mettons Marie-Joseph Angélique, etc. Et la petite fille interroge sa mère en lui disant mais pourquoi on n'est pas dans pourquoi les noms de ces femmes-là ne sont pas au niveau des noms de rue ou quand elles le sont, elles sont à moitié cachées. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des étudiants, parce que je suis aussi enseignante, qui sont venus me voir après le livre, puis qui m'ont dit, ben, c'est vrai, on réalise que nos traces ne sont nulle part, ou quand elles sont là, elles sont cachées. Donc ça, c'est aussi pour moi une joie de la littérature, de savoir qu'il y a cette petite trace qui fait qu'on s'interroge
par rapport à là où on vit, par rapport à notre quotidien, et la littérature rencontre le quotidien. Et c'est la même chose pour ma fille, quand ma fille me dit, mais oui maman, c'est vrai que nous on habite sur la rue Miracri. Bon, Miracri, c'est une femme autochtone, puis c'est la première chose que j'ai faite quand on est arrivé dans cette rue-là. Puis ma fille, son premier réflexe, c'est, mais les autres noms de rue, puis tout autour, pourquoi il n'y a pas plus de noms de rue qui seraient des noms de femmes et de femmes racisées. Donc la jonction entre la littérature, puis ça c'est une joie pour moi, c'est de voir que la question se pose après la lecture de ce que j'ai pu écrire. Oui, vraiment. Puis ça, en fait, tout ce que vous venez de dire, ça me mène au premier regroupement de questions. Dans le fond, le premier regroupement de questions était vraiment autour de la langue. Vous avez parlé justement de la langue du colonisateur, la langue des personnes colonisées, des peuples colonisés. Puis dans le fond, ça me mène à vous poser la question, ou les questions. Vous choisissez les questions auxquelles vous voulez répondre ou la question à laquelle vous voulez répondre. Elles se répondent entre elles, elles dialoguent. Donc, dans la dématérialisation, la matérialisation, dans la dépolitisation, la politisation, ou encore dans la dépoétisation, la poétisation de nos corps, nous nous retrouvons face à une langue qui nous sert à l'écriture, la lecture, la compréhension et la révolution. Toutefois, pouvons-nous réellement faire confiance au langage? Ou s'agit-il plutôt de se faire confiance face au langage? Ou encore, est-ce que le langage peut nous faire confiance? Que pouvons-nous déceler dans la lumière des mots? Et surtout, quels sont les imaginaires et les vécus oubliés dans l'ombre du langage? Est-ce qu'il y avait une personne qui voulait commencer avec l'une de ces questions-là? Ben, il y a beaucoup de questions. Moi, ce que je peux dire, peut-être, c'est juste pour lancer le bal, parce que je voyais Karim qui regardait à terre, là. Comme à la petite école, comme tu disais. Ben, écoute, non, mais la question de la langue est fondamentale, je pense, pour nous tous et toutes. Pourquoi je fais le choix d'écrire en français, qui est une langue coloniale qui a détruit ma langue? Ben, parce qu'elle a détruit ma langue. Alors là, moi, je travaille, ça fait 30 ans que je m'implique dans la revitalisation de la langue Wendat, qui était tout à l'heure, Kaysir nous disait avec raison que justement l'acte de traduction est arrivé en Amérique du Nord, /Canada, /Québec avec les missionnaires. Les premiers dictionnaires ont été ceux de langue Wendat. Hein. Je veux dire, c'était les premiers dictionnaires et c'est une des langues qui était le plus étudiée parce que c'était la lingua franca de l'Amérique du Nord-Est. Et aujourd'hui, ben, il n'y a plus de locuteurs de langue première. Et pourquoi? C'est pas l'anglais qui l'a tué, c'est le français. Avec évidemment pour des questions de normes et tout ça, mais aussi des questions géopolitique, de métissage et plein d'autres raisons qu'on pourrait évoquer. Mais alors, moi, je dois passer le monde en français, c'est ma langue maternelle. Mais comme je le dis souvent, et c'est là que puis je suis heureux, soit dit en passant, je suis heureux de participer à la vitalité du français. Je veux dire, je trouve que c'est une très belle langue, c'est ma langue maternelle, mais je n'ai pas le lien affectif que les Québécois ont avec le français, par exemple. Pour moi, c'est un marteau. Alors, c'est un outil. Alors, j'aime beaucoup le français, autant que quand je m'achète un nouvel outil pour travailler dehors, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas un outil qui fait partie de mon identité. Parce que c'est une langue destructrice qui a tué la langue de mes ancêtres, qui a fait une coupure. Mais en même temps, c'est ma langue maternelle. Donc, vous comprenez qu'il y a cette drôle de relation-là en dedans de moi qui fait que autant que j'aime cette langue-là, autant que je suis conscient que cette langue-là provoque une coupure avec les 10 000 dernières années de mes ancêtres. T'sais. Bref, est-ce qu'on peut faire confiance à cette langue-là? Bien, souvent, ça me réfère peut-être à mon premier livre, parce que là, il faut remonter en 2005. J'ai fait, c'est un livre jeunesse, et quand on arrivait en révision littéraire, on me disait, ben non, tu peux pas, ce mot-là ne veut pas dire ça en français. Et moi, de rétorquer, j'en ai rien à foutre que l'Office de la langue française dit qu'on ne dit pas ça, c'est du français de réserve. Alors, si toi, tu peux écrire en joual québécois, qui est très, très différent du joual parisien ou de la langue standard parisienne, pourquoi que moi, je ne pourrais pas publier avec des expressions comme nous, les Premières Nations, on utilise. Par exemple, le mot médecine, quand on parle de la médecine, au sens de holistique, de bien-être, mon éditeur refusait à l'époque que je l'utilise comme ça. Il a fallu le mettre dans un lexique, ce qui est complètement absurde tant qu'à moi, mais bon, à l'époque, on en était là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution, on n'en est plus là, puis ça, c'est super positif. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance avant tout, avant de faire confiance à la langue. Et j'aime la subvertir aussi, la langue. Et de plus en plus,
surtout en poésie, j'impose la langue Wendat sans aucune traduction. Dans mon dernier recueil de poésie, Les visages de la terre, j'ai des poèmes uniquement en Wendat. Même si je sais qu'il y a 10 personnes dans notre dimension, en tout cas, dans notre espace-temps, qui peut comprendre en ce moment les poèmes. Les autres n'ont juste qu'à l'apprendre de toute façon. Je veux dire, après plus de 400 ans sur le territoire, il serait temps que les Québécois apprennent les langues du pays, me semble. C'est comme un basic. Tant qu'à moi, voilà. Moi, je voudrais juste rebondir un peu, peut-être sur le... Bon, moi, je suis d'origine sénégalaise, puis j'ai pas... au Sénégal, il y a 8 langues, à peu près 8 langues nationales, dont le Wolof. Puis moi, j'ai appris le Wolof, mais ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, je l'ai apprise parce que j'allais jouer avec des amis à l'école. Donc, à la maison, on m'a toujours parlé français. Et la question de l'utilisation de la langue s'est vraiment posée quand j'ai quitté le Sénégal. Donc, j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 20 ans. Puis forcément, avec le recul, je vais en France, pays colonisateur du Sénégal, fait que j'ai un autre regard sur mon propre pays. Puis, je commence à écrire, ou en tout cas, j'écris de plus en plus. Puis, je réalise que j'écris avec, oui, ma langue maternelle, mais qui en même temps... Et ma langue maternelle sans être... Je sais pas comment expliquer ça. C'est ma langue maternelle, mais en même temps, j'ai une grande conscience que c'est une langue qui m'a été imposée, que j'aurais pu parler une autre langue s'il n'y avait pas toute la partie historique. Et au Sénégal, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Boubacar Boris Diop, qui écrit ses livres en Wolof. Et moi, je réalise que ce travail-là, parce que c'est quand même un travail de déconstruction qu'il faut faire pour arriver à acquérir cette langue maternelle ou une langue nationale, puis arriver à écrire, c'est un long processus. Et pour moi, c'est aussi la question de qui me lit. Quand j'écris pour qui? J'ai la chance d'être publiée en Occident, parce que c'est une chance quand même. Alors, dans tout ce travail de déconstruction-là, quand je suis appelée vers le fait d'utiliser le Wolof ou le Peul, dans tout le contenu de mes livres, j'en arrive toujours à cette question-là. Aujourd'hui, je sais que La Sarzenne, par exemple, le dernier roman que j'ai publié, n'est pas distribué au Sénégal. J'aimerais ça qu'il soit distribué au Sénégal, j'aimerais ça qu'il soit lu, j'aimerais ça qu'il soit au niveau des écoles. Alors oui, il y a tout le travail de la maison d'édition, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi tout le travail par rapport à la langue, à comment est-ce que je peux réussir à véhiculer mes idées au niveau de mon pays. Donc pour moi, ça reste en construction. Je suis passée par plusieurs étapes dans mon travail d'écriture, et là, j'en suis à cette partie-là. Ok, comment je déconstruis tout ce langage-là? Puis, j'ai pas encore la réponse. Donc ça va être laborieux. Ça va être laborieux. Oui, oui. Avant de céder la parole à une autre personne, je vais juste rebondir parce que je trouve ça vraiment intéressant, parce que là, on va aller là-dedans dans la troisième question, mais au niveau de qui nous lie dans une perspective intergénérationnelle, je pense que moi, j'appartiens à une autre génération ici dans la table ronde. Puis je peux dire que, par exemple, moi, quand je travaille mon écriture, je vis encore la violence coloniale que ma mère elle a vécue dans les cours de francisation au Québec. Je le vis encore dans mon rapport à la langue française. Donc, cette question-là, je ne sais pas si on va arriver à y répondre. Je pense que c'est une question à laquelle on va toujours réfléchir par rapport à la langue, puis comment la langue peut nous faire violence. Donc, j'aimerais savoir s'il y avait une autre personne qui voulait ajouter quelque chose par rapport... Oui, j'aimerais ça. Oui. Je pense que ce que j'adore de la traduction, notamment d'œuvres autochtones vers le français, de l'anglais, disons, de l'Amérique du Nord ou du reste du Canada vers le français, c'est qu'on constate cette hybridité langagière dont Louis Carle parle, l'idée d'insérer des mots en langue autochtone sans traduction. Puis, quand on vient pour faire la traduction, c'est aussi de vouloir aussi respecter cette non-traduction politique-là, de faire acte, de laisser des traces, en fait, de cette langue-là, de quelconque langue qui a survécu à des tentatives d'éradication. Puis c'est l'idée aussi pour la traduction de vouloir se faire abusive, si on veut, de ne pas vouloir rentrer dans les expressions idiomatiques qu'on pourrait facilement comprendre, de respecter des formes pour miner la langue coloniale, que ça soit comme de la langue qui est parlée sur une réserve, admettons, de transposer ça en français, justement en essayant de défaire le lien qu'on a au Québec entre langue pure puis identité nationale. C'est vraiment je pense que la langue,
c'est un outil. Tu sais, pour moi, c'est ma langue maternelle, je suis allochtone, alors c'est ma langue, mais je ne m'identifie pas à l'idée qu'on a une langue pure au Québec. Puis je pense que c'est les zones de convergence qu'on peut avoir avec les langues autochtones. C'est les zones de convergence où est-ce qu'on peut aller voir dans la multiplicité de nos langues régionales, de nos expressions familières, de vraiment aller valoriser ça, en fait. Puis, ce faisant, s'éloigner de l'idée qu'il y a un idéal de une langue française, puis qu'on se reconnaît dans l'hexagone aussi. Vraiment. Karim, est-ce que tu voulais dire quelque chose avant qu'on saute? Ouais, Oui. plein de choses. Je pense que je rejoins un peu tout le monde, même si c'est vrai que moi je viens d'un contexte un peu différent. D'abord parce que mon rapport au français en fait est assez différent parce que c'est pas ma langue coloniale à moi en fait. C'est une langue, enfin, c'est pas en tout cas c'est pas la langue directement coloniale. C'est autre chose. C'est une tierce langue en quelque sorte. Donc en fait quelque part les raisons pour lesquelles je parle français de base sont des raisons très matérielles et très coloniales par ailleurs, mais mon rapport au français est est plus, quelque part plus lointain, alors même que même pour moi, aujourd'hui, c'est ma langue, c'est l'une de mes langues maternelles. C'est l'une des langues dans lesquelles je suis le plus confortable. Donc j'ai un rapport, donc, parce que la Palestine n'est pas un pays francophone, c'est un pays arabophone et anglophone. Donc moi, la question que je me pose en permanence, justement, je rejoins, c'est qui me lit quand j'écris en français. Parce que quand j'écris en anglais, j'ai un lectorat palestinien. Quand j'écris en français, c'est une expérience très étrange parce que mon lectorat n'est pas ma propre société, en fait. Donc, que ça me plaise ou pas, je suis très conscient du fait que j'écris pour être lu par euh, les autres, en fait. Donc, on va me lire au prisme d'une compréhension de la Palestine, par exemple. Ce qui, encore une fois, n'est pas forcément mon objectif, mais je sais que ça me plaise ou pas, c'est ça qu'on va faire en me lisant très souvent. Et, et donc, souvent, donc moi, disons que le centre un peu de mon travail, le centre géographique, c'est la France. Donc la France, c'est quand même, les Français sont encore plus que tout le monde, je pense, obsédés par l'union de leur nation et de leur langue d'une manière vraiment épuisante par moment. Donc on adore me poser la question, mais pourquoi tu écris en français? Alors, je comprends la question, elle se pose, j'entends pourquoi on me la pose, c'est une question qui pourrait être intéressante, mais en fait, on me l'a tellement répété, mais tellement à toutes les sauces, qu'à un moment, je suis un peu démuni, et effectivement, je me dis, mais pourquoi pas? C'est l'une des langues que j'ai héritées parce que vous êtes là-bas, parce que vous êtes venu en Palestine, vous avez créé des missions, etc. Donc ça fait que bah, je viens d'une famille qui parle français. Pourquoi vous continuez à me poser la question? Enfin, c'est bon, non seulement j'utilise le français, mais, et je pense que ça aussi, on a peut-être tous un peu parlé de ça, j'aimais bien aussi l'idée de marteau, j'en fais un peu ce que je veux. Et je trouve ça pour revenir à la joie aussi, je trouve ça vraiment joyeux. Pareil, j'aime le français, enfin, oui, j'aime le français, enfin, en tant que matériau, c'est un matériau que j'adore. Enfin, j'adore l'utiliser, j'adore le lire, j'adore le malmener, j'adore le pousser dans ses retranchements, enfin, j'adore l'interroger, moi comme d'autres, enfin, je veux dire, enfin, je veux dire, interroger une langue, je pense que c'est le travail d'écriture ou de traduction, de base, c'est interroger une langue. Et donc, au fur et à mesure, je me rends compte que je me posais trop de questions avant, je pense, sur la langue française, et que plus ça va, plus j'essaye d'avoir, j'y arrive pas, mais j'essaye d'avoir un rapport. C'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai remarqué souvent quand on est une puissance coloniale à une comment on dit, une qualité qui est très particulière, qui est l'insouciance, espèce de désinvolture face avec les choses, les objets et tout. Ce qui est terrible en général. Mais je me dis, mais pourquoi je ne prendrais pas un peu de cette insouciance pour moi aussi parfois? Pourquoi j'utiliserais pas justement le français pourquoi je dois toujours me poser des questions moi et pas eux? Donc, en quelque sorte, je me dis, bah non, bah, je vais essayer, j'y arrive pas, mais je vais essayer d'avoir un rapport facile avec certaines choses parfois. Donc, je dis ça plus comme, disons, parfois c'est un objectif littéraire, enfin, c'est un objectif de travail plus qu'une réalité, avec laquelle j'essaye parfois je sais pas, de m'interroger, d'essayer de faire quelque chose.
Voilà. Merci beaucoup. Mais moi, malheureusement, j'ai encore d'autres questions pour vous. Donc, on va aller maintenant plus autour de la mémoire. Parce que là, on a parlé de langue, forcément, on va parler de mémoire. Donc, à qui appartient le devoir de responsabilisation dans la reconstitution, la collectivisation et la rectification de la mémoire dans la littérature? Comment manier la narration afin de ne pas hiérarchiser les différentes chronologies, ou autrement dit, quelles sont les différentes façons entreprises dans votre écriture ou dans celle de celles que vous traduisez ou lisez afin de réorganiser le temps dans nos récits, de ne pas succomber à la linéarité coloniale et dominante par la littérature? Grosse, on est dans les grosses questions. Est-ce qu'il y avait une personne ici qui a la vie? Ben, je peux essayer, je vais peut-être être hors sujet, hein, mais la linéarité, je ne sais pas, mais la mémoire, je sais que tout à l'heure, par exemple, je parlais de Marie-Joseph Angélique notamment. Je sais que dans mon travail, je m'intéresse beaucoup aux figures de femmes noires oubliées. Mettons, je me suis beaucoup intéressée à, je prends le cas de mon pays d'origine, Ndaté Yala, qui est une femme qui s'est battue contre la colonisation française, que j'ai découvert en sortant du Sénégal, même chose. Donc j'avais quelques noms quand j'étais encore au Sénégal, mais c'est en étant à l'extérieur du Sénégal que ça m'a le plus interpellée. J'ai découvert Marie Scondé avec son tituba en sortant du Sénégal aussi, même chose. Et je me rappelle qu'au début, quand j'ai été confrontée, parce que c'était vraiment une confrontation pour moi, de réaliser que non seulement ces femmes avaient existé, mais qu'une partie de leur histoire avait été effacée, donc d'où la mémoire. Et que donc il y avait tout un travail d'aller, des choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été écrites, mais qui n'étaient pas accessibles à l'école, en tout cas dans le système scolaire dans lequel moi j'ai grandi. Donc c'était de déconstruire tout ce qu'on m'avait appris à l'école, puis de réaliser qu'on n'avait pas été passive, notamment ici, puis qu'on avait résisté, puis qu'il y avait des traces et qu'il fallait s'armer de ça. Et pour moi, la mémoire, c'est beaucoup, souvent quand j'écris des nouvelles, surtout dans les nouvelles, j'associe beaucoup ce que j'écris à ma fille. J'ai une fille de 12 ans, puis pour moi, c'est intimement lié. C'est-à-dire que tout ce que je laisse, tout ce que je peux laisser en toute humilité, c'est d'abord pour ma fille, qui est aussi une fille racisée, puis qui se retrouve, c'est très bien, là, mais je veux dire que moi je viens du Sénégal, puis je suis passée par la France, elle est née ici, grandie ici, donc c'est une afro-québécoise, avec tout ce que ça veut dire, et j'aimerais qu'elle ait cette mémoire de ces femmes, grâce à qui elle est arrivée là où elle est aujourd'hui. Si moi je suis assise ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont fait des choses pour que je puisse arriver ici. Et cette mémoire-là, je ne sais plus, je pense que c'est Ousmane Sembène qui disait il faut l'apprendre et l'assumer. Donc quand je prends cette histoire-là, je l'assume dans tout ce qu'elle a de beau et de contradictoire. Donc par exemple dans la Sarzaine, je mets en scène une femme qui est dans un ménage polygame. Je veux dire, la polygamie, on en a parlé, reparlé, déparlé, on a dit plein de choses dessus, puis on a rarement entendu les femmes qui étaient au centre de la polygamie s'exprimer sur ce sujet-là. Et moi, ça me tenait à cœur parce que la polygamie existe depuis longtemps, en tout cas dans mon pays d'origine, au Sénégal. Et pour revenir à la mémoire, il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Mariam Abba, qui parle de cette polygamie-là. Et c'est une des premières femmes, si ce n'est la première, qui va mettre en scène la parole de la femme polygame en disant arrêtez tout le monde de parler pour nous, puis laissez-nous parler. Et moi, pour une fois, on me l'a enseigné à l'école. J'arrête pas de dire que j'ai découvert quand j'étais en France, mais celui-là, on me l'a enseigné à l'école. Et ma fille le lira. Mais pour moi, ça, c'est la mémoire. Ma fille est peut-être pas concernée par la polygamie parce qu'elle vit ici, puis c'est un autre contexte. Mais c'est important de savoir ce que ces femmes-là ont vécu avant nous, puis comment on s'en est inspiré nous-mêmes pour pouvoir avancer, pour pouvoir transmettre quelque chose. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y avait une personne qui voulait rebondir? Karim. Oui. Je pense pareil, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre en peu de mots, mais euh, il y a c'est encore en termes de tension qui existe, il y a une tension qui existe, je pense qu'elle doit être partagée, je sais pas, mais donc en tout cas pour moi, dans le contexte palestinien, entre deux choses, entre le désir assez fort de témoigner au sens, c'est-à-dire de créer une mémoire à un moment donné, surtout quand on est dans un cadre en fait,
c'est une colonisation, c'est-à-dire qu'on va vers une disparition. Je ne sais pas si elle va s'opérer exactement ou pas, mais l'horizon est notamment un horizon de disparition. Donc, il y a un désir de consigner par écrit des choses, hein, une histoire, un moment donné, une société donnée dans un moment donné, dans tout ce qu'elle a de riche, de contradictoire, de bon, de mauvais, etc. Enfin, vraiment ce désir un peu de témoignage qui est très fort, enfin, que je ressens de façon très forte, et en même temps le désir qui n'est pas forcément contradictoire, mais en tout cas qui est en tension, qui est celui d'inventer, en fait, d'être dans la fiction pure. Parfois, quand j'écris, je me dis, ah, mais c'est marrant, alors que, enfin, je me dis, ah, mais c'est pas vrai. Je me dis, oui, mais tu fais de la fiction. Enfin, je veux dire, c'est le principe même de la fiction. Tu n'es pas obligé de te cantonner au réel parce que tu es dans un cadre, enfin, ou au vrai, ou peu importe, parce que tu es dans un cadre où tu sens que tu as une mission, enfin, une mission, en tout cas, tu as une- je pense, une impérieuse nécessité de devoir mettre sur le papier euh, une réalité palestinienne à un moment donné. Donc, je réfléchis un peu à cette question, peut-être, voilà, à la fois, j'aimerais, donc, à la fois en tant que personne et en tant qu'écrivain, hein, je pense que là, les deux se rejoignent beaucoup, j'aimerais transmettre, enfin, en tout cas, donner une opportunité de transmission en mettant sur du papier des choses qui peut-être disparaîtront ou peut-être serviront sur un chemin, voilà, diront, ils étaient comme ça à ce moment-là. Euh, et en même temps, mon unique désir, mes plus grands plaisirs, c'est d'écrire des choses qui n'ont pas de sens, enfin, en tout cas, qui opèrent dans un monde tout à fait différent. Donc, c'est comme si j'étais toujours pris dans la tension, la manière dont je dis est un peu réductrice, mais disons entre le documentaire et la fiction, en fait. Je fais du documentaire parce que je me sens obligé de le faire, mais ce que je veux faire, c'est de la fiction. Alors, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi clairement séparé, mais pour donner une idée, je trouve que souvent, voilà, je me trouve pris entre ces deux injonctions ou ces deux désirs-là, que j'espère réussir, en tout cas dans certains des écrits, à mélanger pour en faire un cocktail quelconque. Merci. Moi, Casey, j'aimerais t'entendre par rapport à la traduction et la mémoire. Moi, c'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Ben, moi, j'ai pris un petit peu la question au sens du devoir par rapport à l'héritage. Puis je vois vraiment la traduction, tu sais, l'idée de traduire des voix sous-représentées, disons, comme quand j'ai traduit des extraits de Joshua Whitehead ou d'Ariel Twist, qui sont des personnes bispirituelles, puis Ariel est trans et bispirituelle. Je pense qu'il y a une joie de traduire, évidemment, mais aussi un devoir de faire entendre des voix sous-représentées qui questionnent mon propre héritage colonial, mais aussi les communautés queer qui sont très blanches, tu sais, dans lesquelles j'évolue personnellement, qui sont critiquées par Joshua, puis par Ariel, par ces auteurs-là, qui viennent parler comme intimement, tu sais, de comment la domination coloniale se répercute sur leur propre corps, dans leur propre sexualité, mais aussi dans celle de leur famille. Puis je pense que ça devient un peu un prétexte pour, tu sais, avec tout ce travail en amont qu'on doit faire, en tout cas que je crois définitivement qu'on doit faire en traduction quand on veut traduire de façon qui se veut moins coloniale, en tout cas, qui essaie de combattre ça. Il y a un travail d'essayer de comprendre le contexte historique dans lequel on est, du lieu à partir duquel les personnes écrivent, ces auteurs-là écrivent, puis après ça, de faire la démonstration finalement de la domination coloniale, que ça soit comme dans ce qu'on va appeler le paratexte, tout ce qui peut accompagner des traductions, de faire des notes de bas de page ou quoi que ce soit, mais vraiment il y a comme une espèce de devoir de pédagogie, je pense, quand on traduit des voix sous-représentées, puis aussi par rapport à la traduction, de vraiment démontrer comme son héritage colonial, puis d'où est-ce qu'on en est
au Québec avec la langue française, puis vraiment essayer de performer la ruine de cette langue coloniale-là par la traduction. Je pense que le mot important dans tout ça, c'est le mot devoir, tu sais, c'est-à-dire responsabilité. Je pense qu'on a toute une responsabilité, peu importe nos origines, peu importe sur ce quoi on écrit, on a une responsabilité. Puis malheureusement, quand c'est des gens minoritaires, peu importe la raison, que ce soit au niveau racial, au niveau de la diversité du genre, au niveau autochtone ou autre, on se ramasse toujours, qu'on le veuille ou pas, le public dominant, de la société dominante, nous voit comme un porte-parole, donc détenant la vérité, comme si on avait tout un doctorat en histoire, puis on était et en anthropologie, et en ethnologie, alors que, ben non, on est des écrivains. Bon, incidemment, j'ai quand même un bac en histoire et une maîtrise en anthropologie, mais c'est pas le cas de la majorité des auteurs, puis c'est correct. Moi j'ai pas de formation en littéraire. Mais et donc, je pense qu'on doit se poser la question de la responsabilité, mais ça, c'est à tout le monde. Je veux dire, peu importe ton origine, peu importe sur quoi tu écris, tu as une responsabilité qui est euh, euh, ne pas faire de mal. Bien sûr, si tu veux froisser, tu as le droit de froisser, mais tu dois le faire consciemment, tu vois. Je pense qu'il y a... Puis c'est drôle parce que récemment, il y a encore quelques semaines, il y avait toutes ces discussions-là sur les médias sociaux entre écrivains par rapport entre écrivains québécois sur la situation de Kevin Lambert, hein, qui avait son éditeur qui faisait la promotion du livre en disant qu'il avait eu recours à la lecteur sensible et tout ça, et la grosse réaction viscérale, réactionnaire, rétrograde d'une partie des auteurs de souche canadienne-française du Québec, comme de quoi que « Ah, c'est les nouveaux curés, ils veulent nous imposer, bientôt on ne pourra plus dire notre droit de dire ce qu'on veut. » Ben, reality check, le droit de dire ce qu'on veut n'a jamais existé. C'est un privilège qui, depuis plusieurs siècles, a été réservé aux mâles blancs de culture chrétienne, parlant le français et ou l'anglais. C'est un privilège et cisgenre aussi, disons-le. Donc, c'est vraiment un privilège qu'un groupe très, très minime de personnes ont eu. Et dans le fond, là, on leur dit juste, ben écoute, si tu veux cogner sa tête des autres, là, faire ton petit dominant, là, tu peux continuer à le faire, mais fais-le en toute conscience de cause, parce que peut-être que tu vas insulter du monde que tu ne voulais pas insulter en le faisant. T'sais. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est une question de responsabilité. T'sais, au niveau personnel, je trouve que les gens ont... Puis certains vont dire, ben, c'est une base du métier d'écrivain. Ouais, c'est une base. As-tu pensé aux conséquences possibles que c'est là pour ces gens-là? Tu peux pas dire je m'en fous. En fait, si tu veux leur faire du mal, tu as le droit, mais assume-le. C'est juste ça. Tu n'as pas le droit de le faire par inadvertance. T'sais. Et là, je ramène toujours au cas, nous, les Wendat, vous savez, au milieu du 20e siècle, au milieu du 19e siècle, il y a Plamondon, hein, il y a Plamondon puis François-Xavier Garneau qui ont fait la toile et le poème Le Dernier des Hurons. Hein? Parce qu'eux, en tant que Canadiens français, avaient peur de disparaître après la révolte des Patriotes qui n'avait pas accouché, tout ça. Ils avaient peur de disparaître. C'est une peur qui peut être légitime, hein, c'est un sentiment. On n'est pas là pour juger du sentiment. Mais vu qu'ils n'avaient pas les couilles pour le dire qu'ils avaient peur de disparaître parce qu'ils avaient peur des Britanniques, ils ont utilisé l'image du Wendat. Voilà, parce que ce n'est pas des Wendat qui parlent dans Le Dernier des Hurons, ni Plamondon, ni François-Xavier Garneau. Ils parlent des Canadiens français. Mais ils nous ont utilisés comme allégorie. Ils ont utilisé un autre peuple comme allégorie, hein, ce qui est courant chez toutes les sociétés coloniales. Et nous, on est encore pognés avec ça. On rencontre des gens aujourd'hui qui disent « Ah, les Hurons, il n'y en a plus, on le sait depuis le 19e siècle. » Mais non, le Dernier des Hurons, voyons, le Dernier des Hurons. Écoute, Thierry Houlin, l'artiste peintre qui a appris de Plamondon, d'ailleurs, a passé sa vie à peindre des autoportraits de lui avec son fils après, pour démontrer qu'il n'était pas le dernier des Hurons, contrairement au nom de la toile de Plamondon. T'sais, donc, il y a eu des incidences. Puis encore aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, il y a encore bientôt 2 siècles, encore des conséquences dans l'imaginaire. Vous vous rendez compte à quel point c'est fort cet imaginaire-là, hein, colonial, qui est demeuré. Donc,
peu importe ton origine, peu importe ton orientation ou ton identification de genre, je pense qu'on doit être responsable. C'est tout. Pour moi, c'est juste ça. J'aime bien cette énergie-là. Est-ce qu'on avait d'autres interventions par rapport à la responsabilisation et la mémoire avant qu'on passe au dernier regroupement de questions? Non? Donc, si vous me permettez, là, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Louis-Carl, par rapport à faire du mal dans l'écriture, parce que ça va nous mener vraiment à la question de la blessure. Plusieurs d'entre vous écrivent et traduisent sur tous les axes et toutes les dimensions de la blessure, c'est-à-dire la douleur, la vitalité, la violence et la guérison. Vos histoires exploitent et revendiquent la plaie comme un canevas essentiel à la réflexion de nos rapports au corps-territoire. Comment percevez-vous ou vivez-vous le rôle de la guérison dans la filiation intergénérationnelle? Quelles sont les frontières collectives et individuelles de notre agentivité et de nos souvenirs? En fait, moi, j'ai écrit cette question-là après avoir lu le texte, la traduction d'Ariel Twist. Je vais pas te mettre dans le spot, là, mais c'est vraiment... en fait, c'est un texte qui m'a vraiment percuté, qui est dans ce numéro, le numéro 187 d'Estuaire, dans la revue. Je l'ai vraiment écrit suite à ce texte-ci. Ça peut être... Oui. Ben, tu sais, je commencerais par dire que ce qu'on traduit puis ce qu'on écrit, c'est pas toujours des histoires de blessures. Ça, c'est sûr. Puis je pense que ce que j'aimais beaucoup des poèmes d'Ariel Twist, c'est qu'il y avait un propos vraiment cru qui parlait du deuil, mais surtout par rapport à la transition de genre, puis à la métamorphose. C'était un deuil, puis une métamorphose, puis une blessure, mais qui était pas une blessure interne, mais qui était vraiment une blessure associée au rapport qu'entretiennent les femmes trans bispirituelles autochtones avec, dans leur sexualité ou juste dans leur rapport amoureux, mais particulièrement avec les hommes blancs. Puis c'était vraiment un lieu où elle explorait d'une façon vraiment crue, mais aussi tendre, comment le corps devient un lieu de domination coloniale. Puis je pense qu'elle dit quelque part, j'ai pas la citation exacte, mais comme, tu sais, elle dit, c'est drôle, hein, comment que les Blancs peuvent ériger puis démolir aussi facilement les murs à leur guise. C'est drôle comment les femmes trans racisées sont juste... On les aime, mais sont juste bonnes pour qu'on sorte avec elles dans des fonds de bar où est-ce que personne ne peut voir leur beauté à part les rats. C'est à part de se faire laisser pour des blondes qui sont blanches, qui sont cis, qui sont plus faciles à contrôler, puis d'elles qui se sentent de trop, finalement. Puis que c'est ces genres d'hommes-là qui viennent l'endurcir, comme personne, de faire sentir que c'est juste une expérimentation, une expérience, mais jamais quelque chose de sérieux. C'est que c'est des propos vraiment crus, oui, sur sa blessure, mais c'est aussi une éducatrice sexuelle. C'est qu'elle, son public cible, avoué, c'est vraiment des personnes bispirituelles, des personnes trans autochtones. C'est vraiment comme pour... C'est son public, pour parler de ça, pour exorciser ça, puis vraiment pour que les gens s'identifient à ça aussi, mais aussi qu'ils réfléchissent, puis qu'ils soient critiques par rapport à ça, puis dire, ben, à un moment donné, comme peut-être qu'on n'accepte plus ça, des hommes ou des gens qui veulent plus nous voir pour qu'est-ce qu'on est. En tout cas, c'était juste c'était mon petit moment Ariel Twist. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une personne qui voulait rebondir sur ce qui vient d'être dit ou la question par rapport à la blessure? Mais je pense que c'est aussi... parler de joie, je pense que moi, personnellement, s'il y a quelque chose que j'essaie de ne pas faire dans l'écriture, c'est de tomber dans le misérabilisme. Puis je pense que quand on réfléchit à la blessure, on n'est pas obligé non plus de nécessairement tomber dans la souffrance ou dans le vécu de la douleur. Je pense que la blessure peut signifier d'autres choses dans un contexte colonial ou décolonial.
Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui résonne dans votre pratique ou dans votre métier ou même dans vos lectures? Est-ce que je peux... Oui. Je vais juste rebondir 2 minutes. Moi, c'est pour rebondir sur la joie, puis en même temps, être face à des réalités dont il faut parler, puis sans tomber dans le misérabilisme. Puis ça m'amène à parler de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le réalisme magique. Moi, j'aime beaucoup le réalisme magique parce que, puis je l'utilise beaucoup dans ma pratique parce que je trouve que ça me permet de dénoncer des choses bon, des injustices, etc. Mais en même temps, il y a toujours de l'humour derrière. Donc, un exemple, le policier blanc raciste qui va être transformé en gorille. Moi, c'est une joie immense en écrivant ce texte-là parce que, évidemment, c'est pas la réalité, mais tu comprends, oui, bravo. Puis en même temps, c'est la réalité, c'est les violences policières, c'est je perds mes mots là, mais les arrestations au faciès, en tout cas, bref. Donc, pour moi, le réalisme magique, c'est vraiment et ça je me suis inspirée beaucoup de Marie Scondé. C'est vraiment ma façon à moi d'aller aborder les points qui sont douloureux, en même temps dont on doit parler, mais sans s'enfermer tout le temps dans le deuil, puis en même temps avec l'espoir, parce que le réalisme magique, pour moi en tout cas, c'est se projeter dans l'avenir, puis se dire, ça va aller mieux, même si c'est difficile et même si c'est long. Est-ce qu'il y avait des rebondissements par là? Je vois Karine qui hoche de la tête. Non, je suis d'accord. Mais en plus, non, mais je veux dire, oui, je reconnais beaucoup ça. Moi, j'utilise pas mal le réalisme magique, mais aussi parce que je pense, c'est une manière de raconter qui, hors de la littérature aussi, m'est très familière, socialement, culturellement, voilà, pas la littérature, mais le conte oral, c'est quelque chose qu'on utilise énormément en Palestine. Et aussi, donc moi, j'écris pas mal de science-fiction et de fantasy en général, de fiction spéculative en général. Ce qui d'abord par plaisir, parce que j'aime ça, mais vient avec ce plaisir, en fait, la possibilité, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire à la fois de parler des choses. Moi, voilà, il y a vraiment cette responsabilité, je trouve qu'elle est assez importante, enfin qu'elle est essentielle même, et en même temps de parler des choses en prenant les paramètres qu'on veut, c'est-à-dire en déterminant les critères de narration, les critères esthétiques que l'on veut dans les mondes qu'on veut. Et je trouve cette potentialité euh, tout simplement hyper excitante en fait. Tout simplement, vraiment, c'est-à-dire qu'elle permet de faire des choses que je trouve incroyables. Là, je parle pas forcément qu'en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que lecteur, en fait, surtout, parce que c'est comme ça que je découvre, plus ça va, plus je découvre, je trouve, des écrits euh, de gens de partout, en fait, qui créent des choses extraordinaires grâce à ces genres-là, ou en tout cas en se réappropriant d'une manière ou d'une autre ces genres, qui pendant très longtemps, je sais pas, la science-fiction par exemple, et la fantasy encore plus. Fantasy, c'est vraiment, du coup, le genre blanc suprémaciste par excellence quand même, mais qui est repurposed de mille manières différentes. Euh, et, et moi, voilà, j'y trouve une manière, je pense, d'écrire selon mes propres termes, en fait. Je pense que c'est ça aussi. Mes propres termes, pas d'une manière individualiste, complètement centrée sur soi, en fait. C'est pas un solipsisme, mais c'est vraiment mes propres termes au sens où ne pas devoir répondre à ce que on attend de moi, en fait, la performance qu'on attend de moi. Donc voilà, j'aime bien faire ce pas de côté, en fait, qui permet, alors c'est pas forcément une question de guérison, mais en fait qui permet peut-être d'exploser ou je sais pas quoi, enfin, d'ouvrir les frontières de l'écriture qui nous sont imposées généralement. Merci. Moi, Louis-Carl, oui. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec les différents intervenants. Moi aussi, c'est un champ qui me passionne. Par contre, je dois dire que j'ai un petit peu de réticence avec le terme ou l'expression plutôt de réalisme magique
moi, ça me gosse un peu au sens que euh, euh, c'est une façon, je pense, pour l'Occident d'évacuer tout ce qui n'était pas justement de l'imaginaire blanc, le fantasy et le fantastique étant réservé aux Occidentaux, puis tout mettre le reste dans un fourre-tout de réalisme magique, ça me dérange un peu. Mais l'idée derrière, quand j'entends bon, le policier qui se transforme en gorille et tout ça, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Moi, d'ailleurs, je dirais que c'est une voie de salut à quelque part, parce que quand tu es dans une logique coloniale, ben c'est ça, tu es le dominant ou tu es le dominé, donc peu importe ce que tu fais, tu demeures dans cette dialectique-là. Alors, trouver d'autres voies en littérature, hein, de récupérer nos visions traditionnelles et de les imposer par l'écrit, même si on doit utiliser la langue du colonisateur pour le faire, je pense que ce sont des voies intéressantes, tant au niveau et pertinente au niveau, disons, individuel en tant que créateur, c'est très stimulant, mais aussi au niveau social, tu sais, pour l'impact que ces écrits-là peuvent avoir chez les personnes dominées, ostracisées ou peu importe, mises à l'écart, tu sais. Donc, ça, c'est important. Tu sais, par rapport à mon propre travail, disons, dans l'univers de Kitschke, ben, c'est ça. Certaines critiques ont utilisé le mot de réalisme magique et moi, je les corrige. Je dis non, c'est pas du réalisme magique. Si tu veux mettre absolument une étiquette, le bon terme, c'est le indigenous slipstream, tel que décrit par Weisner des années 70, pas le slipstream récupéré par les anglo-saxons 20 ans plus tard, encore là pour en changer le sens, mais le terme original, tu sais, qui réfère justement à une façon différente de concevoir le temps, l'espace, où les différentes temporalités évoluent de façon parallèle, comme sur une rivière. Tu sais, je pense que c'est Gillian qui disait ça, ou encore, moi, encore là, c'est mon passé d'historien ou ma formation d'historien et d'anthropologue, je le vois peut-être comme une application pratique du relativisme culturel, qui est une donnée, qui est un fait vécu en Amérique du Nord depuis 10 000 ans. Là, les anthropologues pensent qu'ils ont inventé ça au 20e siècle, mais quand tu retournes aux écrits des premiers Français, ils ne pouvaient pas comprendre les Premières Nations parce qu'ils ne comprenaient pas que nous, on vivait le relativisme culturel, qu'on comprenait qu'un peuple nomade comme les Inuits n'avait pas les mêmes croyances que les Wendat qui étaient semi-sédentaires, mais pourtant, on pouvait passer littéralement d'un monde à l'autre, d'un monde culturel à l'autre, en s'adaptant, puis qu'on avait conscience qu'un n'était pas supérieur à l'autre, parce que les croyances étaient bien adaptées au mode de vie. T'sais. Ça va prendre des années. L'Occident, pas encore aujourd'hui, on en débat, hein, parce que c'est pas. Les gens n'acceptent pas ce concept-là nécessairement de relativisme culturel encore aujourd'hui. Alors que, et quand on en parle au Québec, c'est comme pour le racisme systémique, on va dire que ça a été inventé par les anglo-saxons puis que ça ne s'applique pas à notre société. Alors que, bien au contraire, c'est un principe que les Premières Nations du Québec vivent depuis 10 000 ans. Vous savez, ça m'arrive régulièrement de faire des parenthèses et de m'y perdre. D'habitude, je suis assez bon pour les fermer et revenir au point principal. J'en doute présentement. Le point principal étant la blessure, le point principal. Mais on était quand même... Je vous renvoie la balle. Écoute, je pense que je vais mettre un point final. Je vous remercie vraiment aux 4 panélistes. Merci beaucoup. Donc,